Et finalement, Kepler lui-même, il est toujours dans cette philosophie qui vient de Platon et d'Aristote. Il recherche l'harmonie, il l'a écrit. Il écrit je travaille finalement pour établir l'harmonie du monde. Il est convaincu par cette idée d'harmonie. Il en est même tellement convaincu que quelquefois il va un peu trop loin dans cette voie. Bon, mais peu importe. Et en 1600, Kepler arrive au château de l'empereur Rodolphe à Prague comme assistant de Tycho Brahe. Et Kepler, c'est pas du tout un observateur, c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire les calculs, qui adore l'astronomie, qui est passionné, mais pour faire des calculs intéressants, il faut avoir des données sur lesquelles travailler. Et il se trouve que Tycho Brahe, qui est l'astronome impérial de Rodolphe II à Prague, emploie Kepler comme assistant, et Tycho Brahe, lui, est un excellent observateur. Il observe depuis des dizaines d'années, et il a tous ses résultats d'observation, et il se trouve que Tycho Brahe, premièrement, est un observateur très minutieux, très précis, et deuxièmement, à une époque, il a été très riche, et il a fait construire des instruments donc, qui, au XVIe siècle, ont été les instruments d'observation astronomique les meilleurs jamais construits. On n'a pas encore inventé la lunette ou le télescope. Ce sont des instruments d'observation sans optique. Et il lui dit, bon, tu vas d'abord calculer l'orbite de la planète Mars. Je vais te donner les données d'observation de la planète Mars et tu vas calculer l'orbite de la planète Mars. Bon, Kepler est tout content, il a déjà ça. Il se dit, bon, je vais torcher ça en quelques mois et puis après j'aurai la suite. Bon, il va lui faire 3 ans pour faire ses calculs. Et il arrive à quelque chose qu'il n'attendait pas du tout, c'est-à-dire il arrive à la conclusion que l'orbite de la planète Mars, c'est pas du tout une combinaison de cercles, c'est une ellipse. Alors il est très embêté parce que pour lui le cercle c'est l'harmonie et il est convaincu de l'idée d'harmonie du monde. Donc ce qu'il a trouvé finalement va contre sa conviction. Et dans son livre où il raconte un peu sa vie en même temps, il dit quand j'ai vu ma découverte, je l'ai comparée à un tas de fumier. Et puis il réfléchit davantage, il se dit, ah oui, et là il revient à un vieux mythe qui date aussi de Platon, donc 4e siècle avant Jésus-Christ, qui est le mythe de l'harmonie des sphères. Et l'idée, c'est que quand les planètes décrivent leur mouvement dans le ciel, elles émettent une note de musique. Et cette note de musique, ça vient des pythagoriciens, à peu près 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, qui lie toujours les mouvements au nombre et à la musique. C'est quelque chose de très fondamental aussi qu'on va retrouver dans toute l'histoire de la physique jusqu'à aujourd'hui, parce que finalement les particules élémentaires telles qu'on les classe dans le modèle standard dont vous avez entendu parler, qu'on teste dans l'accélérateur de particules au CERN, c'est toujours finalement des correspondances entre des vibrations, des nombres. Ce n'est pas des notes de musique évidemment, mais c'est classifié un peu pareil. Bon, je ferme cette parenthèse. C'est juste pour dire que toutes ces idées qui sont utilisées d'une manière assez naïve, notamment ici chez Kepler, ne sont pas du tout des idées complètement baroques qu'il faut rejeter. D'une certaine manière, c'est complètement intégré dans notre physique. Les idées de symétrie, les idées d'harmonie, les idées de vibration, etc. C'est un peu plus caché, c'est caché par l'intermédiaire des mathématiques. Je pourrais vous en parler si ça vient dans la discussion après, mais c'est là. Et donc, chez Kepler, c'est là, mais d'une manière très explicite. Donc, cette idée d'harmonie du monde, d'harmonie des sphères, de musique des sphères, si vous voulez, elle l'obsède, mais elle a obsédé tout le monde. Si vous regardez depuis Platon jusqu'à Kepler au XVIIe siècle, tous les auteurs scientifiques, mais aussi les poètes, mais aussi les philosophes, ils ont tous évoqué l'harmonie des sphères. Les planètes émettent une sorte de musique, bien sûr on ne l'entend pas, mais après on peut essayer d'expliquer pourquoi on ne l'entend pas, mais elle est là. Bon, peu importe. En tout cas, c'est la marque de l'harmonie du monde, et Kepler, sans doute, je ne sais pas si lui-même est vraiment convaincu que ça existe, mais il l'utilise comme argument, de la manière suivante. Je répète, chaque planète émet une note de musique sur son orbite, et cette note de musique est plus ou moins aiguë selon que la planète va vite, et va plus ou moins vite sur son orbite. Et comme les orbites des planètes sont hiérarchisées autour du Soleil, ça veut dire que chaque planète décrit une orbite différente, donc chaque planète va à une vitesse différente, donc chaque planète émet une note de musique différente. Et c'est tout ça qui fait l'harmonie céleste que tout le monde admire, Platon le premier, les mains jointes, en rendant grâce, bien sûr, au Créateur. Mais donc, s'il n'y a plus tout ça, s'il n'y a plus ces sphères, eh bien,
le premier réflexe de Kepler, c'est de dire, il n'y a plus cette harmonie. Mais en même temps, il va réfléchir plus loin. Il dit, ah bon, alors les planètes décrivent pas des cercles, mais des ellipses. Donc sur une ellipse, la vitesse d'une planète n'est pas constante, elle varie, elle peut accélérer, d'ailleurs selon une loi qu'avait déjà très bien compris Kepler. Ça veut dire qu'une planète ne va pas émettre une seule note de musique, mais un intervalle. Et alors, Kepler se dit, mais c'est encore mieux, c'est beaucoup plus riche, c'est une harmonie encore plus riche, et donc finalement, ma découverte va dans le bon sens. Et alors, pour ceux qui ne sont pas convaincus, dans son livre, il met une petite note en bas de page, une petite note que j'adore. Donc, il prend la planète Terre. La planète Terre, c'est une planète comme les autres, qui décrit une orbite elliptique comme les autres, mais cette orbite elliptique, elle est très aplatie. Enfin, au contraire, elle est très peu aplatie, c'est presque un cercle. Donc, comme c'est presque un cercle, la vitesse de la Terre sur son orbite ne varie presque pas. Et donc, dans cette nouvelle théorie, ça veut dire que la Terre va décrire un intervalle de notes de musique très petit. Qu'est-ce que c'est l'intervalle le plus petit dans la gamme? C'est le demi-ton. Donc l'intervalle de musique associé à la Terre, c'est le demi-ton. Et le demi-ton le plus naturel qu'on trouve dans la gamme, c'est entre le Mi et le Fa. Et donc la note de Kepler, je n'invente pas, c'est, à la planète Terre sont associées les notes Mi et Fa, et c'est pour ça que sur la Terre, on trouve toujours misère et famine, miseria et famina. Voilà pour vous dire un petit peu le style de l'astronomie à cette époque. En même temps, Kepler fait des calculs qui sont absolument fondamentaux. Il invente les lois qui gouvernent le mouvement des planètes sur leurs orbites. Et c'est assez remarquable de lire parce qu'il mélange ce genre d'arguments qui aujourd'hui nous paraît complètement fantaisiste. Dans un devoir, on ne mettrait certainement pas une note convenable à un élève qui nous sortirait ça. Et en même temps, il y a les calculs qui sont parfaitement corrects et qui sont même visionnaires. Enfin, Kepler est un vrai génie, il n'y a aucun doute. Il se classe dans les génies de la physique et de l'astronomie.